Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se dirige chez les poids lourds parce que le main event de l'UFC Londres le 22 juillet, c'est entre Tom Aspinall qui fait son retour après sa blessure. Je pense que c'est un point important à souligner. Et il affrontera Marcin Tybura. Je suis ici avec Brian pour cet épisode du Game Plan. Brian, comment vas-tu? Ça va bien, très bien, en forme. Alors, un combat un peu surprenant. Au moment de l'annonce, j'avoue que je m'y attendais pas, mais qui est relativement logique. Aspinall sort d'une blessure qui pourrait avoir un impact sur la suite de sa carrière, et donc ça me semble pas anormal qu'il aille voir un peu plus bas dans le classement, puisqu'il affronte Tibura, qui est vraiment dans le bas du top 10, on va dire. Donc pour ceux qui connaissent pas Marcin Tibura, il est à l'UFC depuis quand même assez longtemps. Il a un palmarès dans sa carrière professionnelle de 24 victoires pour cette défaite. C'est un de ces poids lourds qui a pas mal de décisions, quelques KO et j'ai envie de dire presque bizarrement, aucune victoire ni défaite par soumission à l'UFC. On y reviendra. Sur ses 5 derniers combats, il affiche un beau palmarès de 4 victoires pour une seule défaite. Et si on va un peu plus loin, il est même sur ses 8 derniers combats à 7 victoires pour une défaite, dont une victoire contre Spivak. Euh, j'ai juste tracé les 5 derniers combats. Victoire à la décision contre Ben Rothwell. Je vais faire les 6 derniers en fait. Victoire par KO contre Greg Hardy. Victoire par KO contre Walt Harris. Défaite à la décision contre Alexander Volkov. Et puis 2 victoires à la décision. D'abord majoritaire contre Romanov. Et puis unanime contre Tibura. Du côté de Non, Thomas contre Spin. Ivanov. Oui, contre Ivanov. Il s'est pas battu lui-même. Là, je devrais mettre le mime où t'as les Spider-Man qui se regardent comme ça. Là. Ah! J'ai dit contre Tibura alors que je décris Tibura. Les amis, on est dimanche 8h et que ce soit Brian et moi, on s'est réveillé à 6h et Brian à 5h50. Bon, c'est pas une compétition, mais comme ça, vous savez. Du côté de Aspinall, il est arrivé via le Cage Warriors à l'UFC et à l'UFC, il était sur un parcours invaincu de 5 victoires, forcément sans défaite, avant de se blesser contre Curtis Blades, un début de combat qui était assez intéressant, ça n'a duré que 15 secondes, mais où Curtis Blades montrait que il pouvait peut-être rendre Aspinall sur le côté hésitant, ce qu'on n'avait pas spécialement vu de Aspinall, qui avait vraiment roulé sur tous ses adversaires, à savoir Hmm. Jake Collier, qui l'avait fini en 45 secondes, ensuite Alan Bodo, qui l'avait finalisé en 1 minute 35, Andrei Arlovski, qui le bat dans le deuxième round par étranglement arrière. Je pense qu'on va pas mal parler de ce combat. Ensuite, lui aussi a une victoire contre Spivak, après la moitié, pile poil à la moitié du premier round. Et puis, il nous avait tous impressionnés, je pense, contre Alexander Volkov, grâce à sa soumission dans le premier round. Et puis, il y a eu son combat contre Aspinall, que j'appelle un peu le Blue Balls du MMA. Je sais pas si, ouais, je peux le dire en français aussi, hein, les couilles bleues du MMA. C'est un combat que moi, j'attendais énormément. Je voulais absolument voir en long et en large. Et voilà, une blessure après 15 secondes, c'est frustrant. C'est vraiment très très frustrant. D'autant plus que ça commençait d'une manière assez intéressante où je pense que ça allait répondre à pas mal de questions du côté de Aspinall. Bref, après ce monologue de présentation de qui est qui, on va passer au Code de Paris, hein, comme on fait toujours. Donc là, c'est intéressant parce qu'il y a eu du mouvement. Aspinall avait ouvert à moins 333. Tibura avait ouvert à plus 250, ce qui signifie qu'on était sur un 75-25 à l'avantage de Tom Aspinall. Et l'argent est rentré sur Thomas Spinal. Donc aujourd'hui, on est sur un 80-20. Thomas Spinal est à moins 450, Tibura à plus 350. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Brienne? Moi, d'entrée de jeu, j'ai noté 75-25, donc les codes d'ouverture. Euh, je peux comprendre le 80-20, tu vois, ouais, 5% près. Mais en tout cas, moi, de première impression, j'étais sur un 75-25, ouais, de première impression. Je peux voir des chemins pour la victoire pour Tibura, mais Mhm. euh, mais voilà, c'est la marge est faible, quoi, tu vois, la marge est faible, d'où le 25 et d'où le 20, et mais il pourrait se produire, hein, il pourrait se Mhm. produire. Mais je suis plutôt d'accord
plutôt d'accord là-dessus. Je connais pas suffisamment le camp de Marcin Tybura pour imaginer qu'il met tout en place pour. Enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vais faire un genre de phrase. Enfin, je vais faire Mhm. une phrase, hein, ce sera pas un genre de phrase, ce sera une phrase, et on va voir si tu es d'accord, parce que selon moi, la raison pour laquelle on met Aspinall autant favori, c'est parce que clairement, en termes de skills, il est largement au-dessus à tous les niveaux. Néanmoins, il y a deux éléments qui pour moi sont des spéculations et qui Mhm. pourraient justifier pourquoi Tibura l'emporte. Le premier, c'est on ne sait pas quelle est la version de Aspinall va revenir après sa blessure. Il pourrait vraiment être Mhm. il pourrait revenir en étant l'ombre de lui-même. J'imagine que s'il revient, ça reste quelqu'un de professionnel. Euh, Quelqu'un à qui d'ailleurs j'ai adoré son approche par rapport à sa carrière, de pas vouloir gravir les échelons Mhm. trop rapidement, Trop de rapidement. vraiment prendre step by step. Même si au moment où il a eu l'opportunité de faire le main event à Londres la fois passée, il avait fait un gros step up pour Volkov et il avait live up the hype, comme on dit en anglais. Donc il avait vraiment Mhm. réussi à se conforter dans cette position de je suis un poids lourd top 5 mondial. Et alors la deuxième raison, c'est 5 rounds. C'est 5 rounds. Tibura, il est pas spécialement facile à finaliser. On l'a déjà finalisé, mais ça reste quelqu'un où il faut y aller pour trouver l'ouverture sur le finish. Et Aspinall avait quand même vachement fatigué contre Andrei Arlovski. Je pense pas qu'en termes de cardio ce soit problématique, mais peut-être en termes de gestion d'énergie, il est peut-être encore immature dans son jeu par rapport à ça. Mhm. Et ça aurait pu lui coûter relativement cher face à quelqu'un comme Andrei Arlovski. Donc voilà, ces deux éléments me justifient pour moi un réel pourcentage de chance du côté de Tibura. Je t'ai vu Bah un peu écoute, hocher la tête quand j'ai dit que selon moi Aspinall était meilleur partout. Est-ce que écoute, alors sur le cardio, hein, je te rejoins, j'ai écrit ça en gros là, tu vois, cardio ici pour Tibura. Donc clairement sur ce point-là, je te rejoins. Sur le deuxième point, sur la question de la blessure, je l'ai pas du tout prise en compte. Mhm. Je pense que, enfin voilà, je pense qu'il va arriver à 100% et je pense que ça va pas influencer. Enfin voilà, sur le pourcentage de combattants qui reviennent de blessures, on voit pas forcément une détérioration de leur performance, tu vois. Je Mhm. pars du principe que devrait le faire. Euh, Meilleur partout, dans tous les domaines. Je trouve que quand même, Tibura a quand même des très très bonnes qualités en riding et en Mhm. lutte et en grappling. Et sur la question du riding, notamment bien spécifique, je pense que Tibura, il est bon, il est très bon. En tout cas, quand je le vois évoluer pour un poids lourd, techniquement, il se place où il faut se placer, il contrôle bien, il préfère. Enfin voilà, c'est vraiment un aspect sur lequel je l'ai trouvé très bon, tu vois. Toi, tu viens de regarder le troisième round contre Ivanov. Entre autres, Ouais, ouais. hein. Ouais, parce que là, il fait vraiment du très très bon taf. Je trouve que C'est impressionnant, hein. et contre Pour un poids lourd, hein, c'est ouais, vraiment impressionnant. et contre Romanov en fait, parce que il prend le dos à Romanov, hein, et ça c'est plutôt un bon truc à mettre sur ton CV. Alors il perd le Ouais, dos par manque de lucidité, mais voilà, il va quand même le chercher. C'est pas voilà, ça reste quelque chose de très très propre. ouais, ouais. Il n'y avait pas que Ivanov, qu'est-ce que j'ai vu encore mais il y en a plusieurs. En tout cas, dans ses placements, dans sa manière de travailler et tout, je trouve qu'il gère ça plutôt bien. Après, c'est le seul domaine, entre guillemets, avec le cardio, pour moi, c'est les deux éléments, c'est cette question-là, Hmm. la capacité à lutter de manière très réfléchie avec la fatigue et Ouais. la question du cardio, ouais, ce sera les deux points qui, bah, voilà, où je vois des 25% qui pourraient, si ça va dans cette direction, Il, amener il, vers la victoire, tu vois. Ouais, ouais. il fait partie de ces gars qui est compétent dans la fatigue en lutte et en Exactement. grappling. Mm. Tout le monde ne l'est pas. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que là, bah, je pense que naturellement, on se dirige vers, ok, on est en train d'élaborer le profil de Marcin Tibura, puis on fera celui de Aspinall pour suivre notre ligne conductrice Mm, mm, mm. habituelle. Euh, Au tout début, moi, je me souviens d'avoir vu son premier KO à l'UFC, parce que à cette époque-là, je suivais beaucoup la division des poids lourds.
Et je m'étais dit, oh ok, c'est un profil intéressant. Et je le voyais comme un profil striker. Et c'est plus tard dans sa carrière qu'en fait je me suis rendu compte que c'était plutôt un profil grappleur, mais en fait ça fait de lui un profil assez complet. Attends, je vais juste revoir, c'était contre qui, Scout? Contre Pesta sur un high kick. Ça m'avait assez bien plu, et je trouvais que ses déplacements étaient un peu il rentrait dans cette catégorie de Matt Mitrione à l'époque. Bon, les deux se sont fait surclasser par Cyril Gane, mais ça faisait partie de ces poids lourds qui savaient un peu bouger quand même. Mm. Tu vois, qui n'hésitaient pas à switcher, qui travaillaient sur certains angles et tout. Et donc je trouvais que Tibura était un profil assez intéressant. Moi, ce qui me déçoit plutôt sur sa carrière, c'est peut-être son manque de progression, parce que en fait, quand tu le regardes en début de carrière UFC et quand tu le regardes plus récemment. C'est pas spécialement deux profils différents. C'est quelqu'un qui a un tout petit peu peaufiné son jeu, mais je trouve qu'il y a pas eu d'amélioration drastique, parce que le niveau qu'il avait il y a 5 ans quand il est rentré, même c'était il y a plus longtemps, il y a 6 ans, quand il est rentré à l'UFC, tu voyais un potentiel en lui. Moi, je voyais un potentiel de futur champion en lui. Je vais pas le mentir. Et ça s'est vite éteint sur certaines défaites un peu décevantes. Est-ce que ouais, comment est-ce que tu le décrirais? Tu le décrirais comme quelqu'un de complet? Est-ce que tu dirais que c'est plutôt un grappleur? Est-ce que t'as une étiquette à lui donner à Tibura? Bah, je pense qu'effectivement, il est relativement complet. Je pense que ses forces sont plutôt dans la lutte et le grappling et dans sa capacité à tenir des combats relativement longs, tu vois, Ouais. en poids lourd. Donc ça, c'est vraiment dans ses forces. Comme tu l'as dit, hein, au niveau du striking, il est intéressant. Il est capable de changer de garde, d'arriver en gaucher, puis de passer en droitier. Euh, bon, moi personnellement, le striking, je trouve, enfin techniquement pas ouf du tout, hein, mais bon après c'est largement suffisant en poids lourd. Mhm. Et quoi d'autre? Bah, il travaille, tu vois, genre il va se déplacer. Alors c'est un peu étrange sur le fait, on sait pas trop s'il travaille un peu en pression au niveau du cadrage, tu vois. Il va arriver et puis bah si son adversaire recule, il va avancer, mais pour autant il n'y a pas de Mhm. recherche de mettre de la pression, de cadrer et tout. Non. Beaucoup de feintes, euh, Ouais. un travail de feinte qui est intéressante. Mhm. Voilà. Mais moi, où je le vois vraiment le plus compétent, en tout cas dans ses combats, c'est techniquement et tout, c'est vraiment sur son grappling et sur sa lutte, tu vois. Et Ouais, donc ouais. c'est pour ça que je définirais plus. Mais pour autant, c'est pas là qu'il va aller en priorité pour autant, tu vois. Mais c'est peut-être là d'ailleurs le souci dans son jeu. Ici, je regarde les stats, hein, il a un takedown, 1,39 takedown toutes les 15 minutes. C'est pas très haut. C'est pas et bon, 33% de Mm, réussite. Ouais, ce sont deux statistiques qui sont relativement basses, donc ça signifie qu'il est pas très proactif dans la recherche de son domaine de prédilection mm, et pas très efficace dedans. Donc c'est peut-être là où il y a le manque à gagner. Je pense qu'une fois que c'est au sol, il a, comme tu dis, une bonne lutte, un bon grappling pour garder le combat au sol mm, et contrôler son adversaire en marquant ses points. En revanche, amené au sol, il a du mal. Je trouve que, et mm, c'est bizarre parce que il travaille en shift, donc il a des capacités pour casser cette distance, mais c'est peut-être sur la gréco-romaine qu'il y a un petit souci. C'est pas le genre de gars qui shoot à l'ouvert dans les jambes, c'est le genre de gars mm, qui vient casser la distance pour chercher le clinch, et à mm. partir du clinch, euh, ouais, ça s'est peut-être amélioré sur ces deux derniers combats, mais j'ai pas souvenir d'avoir vu de très très belles choses de son côté pour amener le combat au sol une fois qu'il est au clinch, et Mm, ça mm, pourrait être une grande amélioration à son jeu. Et effectivement, il laisse peut-être un peu le combat aller là où il va naturellement. Comme Oui, tu tout à dis, fait. t'as pas l'impression qu'il met la pression. T'as pas l'impression qu'il met la pression. Bizarre de dire ça Mm, comme mm, ça. mm, mm, Mais de temps en temps, il prend le centre et avec ses blitz, avec ses travaux en shift, ça va lui permettre de gagner du terrain. mm, Mais après, il va pas spécialement suivre en shiftant ou cadrer. mm, Il laisse son adversaire reprendre du terrain facilement. De par son mouvement, il est pas facile à cadrer. Et puis il a des combinaisons bizarres. C'est surtout ça aussi, c'est qu'il peut te surprendre avec une combinaison assez bizarroïde. C'est le genre de gars qui va combiner en anglais et finir sur un front kick. Tu vois, c'est quelque chose que tu vois tellement rarement. mm, mm, mm. C'est comme tu dis, c'est pas super esthétique.
Non. mais ça peut s'avérer efficace ou surprenant. Ah bah Euh, écoute, c'est exactement ce que je disais hier à mes élèves, c'est que tu as des techniques qui sont efficaces, qui sont approuvées, tu vois, on sait qu'elles ont un gros pourcentage de réussite, et d'autres qui sont un petit peu plus flashy ou moins utilisées, mais comme elles sont moins entraînées, moins défendues à l'entraînement, tu vois, comme les adversaires se retrouvent moins confrontés à ce genre de situation, ils peuvent se faire surprendre. Et c'est vrai que son style, vraiment un peu bizarre, il change de garde, il bouge un peu. euh, tu vois, tous ces éléments-là peuvent être assez surprenants et c'est des angles ouais, qui peuvent... ouais, je pense que c'est gênant. Je pense que ça peut être très très rapidement gênant. Ouais. et alors, moi, ce qui me surprend le plus, je pense que ça va être intéressant d'en discuter pour finir son profil. Avant d'arriver à l'UFC, je sais pas quel palmarès il avait exactement. Bon, il a 11-6 à l'UFC, donc il était à 13-1 en arrivant à l'UFC, et sur ses Mm. 13 victoires avant l'UFC, il y en avait 7 par soumission. Ouais. À l'UFC, 0 victoire par soumission avec 0,1 tentative toutes les 15 minutes. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Mhm. Qu'est-ce qui pourrait justifier ça? Parce que c'est un changement drastique, quoi. T'arrives à l'UFC avec 7 victoires sur 11 par soumission, et t'arrives à l'UFC, t'en tentes quasi aucune sur toute ta carrière. Il a 17 combats à l'UFC, le gars, c'est bien ça, hein. Ouais, le gars a 17 combats à l'UFC, il a peut-être tenté une ou deux soumissions sur 17 combats, avec aucune qui réussisse. Est-ce que c'est un changement de niveau? Est-ce que c'est le fait que avant de rentrer à l'UFC, pourtant il était au M1, il y a un changement énorme de niveau qui fait que il trouve plus ses ouvertures, ou il a décidé Bah, de je mettre de pense que côté. c'est sûrement enfin lié à la différence de niveau qu'il a rencontré avant l'UFC, tu vois. Mhm. Donc il a affronté enfin voilà, si tu regardes les combats d'avant, bon euh, enfin quoi que non, ça avait l'air d'aller quand même, tu vois. Ouais. Faut regarder un peu les profils. 9-0, 19-2, 23-3, c'est... Ouais, mais contre qui, tu vois, c'est des Ouais, mais c'est palmarès. clair. Et si tu veux, quand tu regardes une fois à l'UFC, dans ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sur ses 10 premiers combats, il a 1, 2, 3, 4, 5. Il a 5 victoires, 5 défaites, c'est possible ça? 1, 2, 3, Attends, qui 4, 5. ça? Ouais, ouais, ça. Ah oui, ouais, ouais. Sur ses 10 premiers combats, il a quand même 5 victoires, 5 défaites, tu vois. Mhm. Donc, tu sais, il a passé un moment donné où il a perdu Verdum, Lewis, Abdurakhimov, Sakai, tu vois, ça joue aussi, hein. Ça peut jouer aussi Mhm. sur tes choix après. Enfin, voilà, je pense que sur la carrière, là, il faudrait, pour que je te donne une réponse un peu plus construite, il faudrait vraiment se pencher sur chaque combat et peut-être qu'il est parti après sur des combats un petit peu plus safe, un petit peu plus debout ou prendre ses rounds à la décision, je sais pas. Ouais, ouais, moi je trouve ça particulier parce que bon, il y a un truc qui faisait ton succès avant ta carrière UFC, arrivé à l'UFC, tu mets ça un peu de côté. Enfin bon, bref, on va pas trop spéculer là-dessus, Ouais, ouais. mais tout ça pour dire que en soi, il est supposé avoir des bonnes compétences sur son jeu de soumission, et il a un peu transformé son jeu sur un jeu qui met une priorité sur le contrôle. T'as l'impression j'ai pas envie d'utiliser le terme, il se contente, mais il sait qu'il est capable de gagner des décisions. Il sait qu'en poids lourd, être un combattant durable qui est encore efficace dans la troisième reprise, c'est une grande force. Tout à fait. Et voilà, je voulais transformer cet argument en positif. Ouais. Et du coup, il est capable de transformer ses combats de sorte à ce que il soit enfin, il crée l'écart de niveau grâce à son cardio et à sa capacité à combattre mieux dans la fatigue que ses adversaires. Pour moi, c'est ça qui lui donne la victoire contre Romanov, où il a vraiment eu un premier round très difficile. Ouais, tout à Contre fait. Ivanov, tu vois que c'est clairement ça sa stratégie, c'est d'aller chercher sur la durée. Et Mhm. on en parlera à la fin de ce podcast. Je crois que contre Aspinal, c'est ça qu'il va devoir chercher à faire. Je sais pas si tu as un Mhm. élément à rajouter sur lui, ou bien si on passe sur le profil de Aspinal, qui sera peut-être fait plus rapidement parce que plus de gens le connaissent. Non, 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 j'avais rajouté un petit élément, mais on en parlera sur le game plan, tu vois. D'accord, Ça va? d'accord. Un petit teasing ici. Du côté de Thomas Aspinal, on est sur, on va dire,
l'autre côté du spectre, hein, 0 victoire à la décision. C'est quelqu'un qui a plutôt des combats expéditifs. C'est vraiment ça. Il est opportuniste. Il cherche à trouver il crée ses opportunités rapidement dans le combat. Je le définirais comme un boxeur lutteur grappleur. Même si le côté lutteur, c'est peut-être celui qui est en dessous des deux autres. Boxeur anglais à pression, quand même capable de travailler sur des low kicks pour varier son jeu. Des takedowns efficaces. Je vais pas dire que c'est le meilleur lutteur de la division, loin de là, mais de par sa pression, de par le fait qu'il est fort en anglaise, il peut trouver un très très bon timing sur ses amenées au sol et les compléter avec une grande efficacité. Et moi c'est quelque chose, c'est un point sur lequel j'insistais souvent quand je faisais des analyses de Aspinall à l'époque. Tout le monde le voyait comme un striker et son grappling, il est d'un très très haut niveau, très très bonne ceinture noire de jiu-jitsu. Ouais, boxeur alors. Boxeur style plutôt amateur, tu vois. Je verrais plus, enfin amateur, pas péjorativement, hein, dans le sens toucher sur la distance. Hein. Moi, je définirais un petit peu plus comme un style un peu karatéka quand même, tu vois. Ouais. Avec ses in and out, une garde un peu plus basse et un mix vraiment entre ces deux-là. C'est pour ça que je parle de boxeur amateur, tu vois, d'être à distance, toucher sans être touché, mettre du volume, pap, frapper et pas aller chercher à rentrer dedans et frapper avec des crochets bien serrés et tout. Moi, je le vois quand même plus en tant que compétence dans le domaine du striking. Hein. Personnellement, je le définis vraiment plus comme un striker, même si c'est une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Je pense que c'est là où il excelle le plus, tu vois. Dans le striking. Il est très très bon, hein. Très très bon, même en lutte. Je trouve pas que ce soit que ce soit là où il a le plus enfin peut-être, mais en termes de lutte, je trouve très efficace. Son timing sur ses double legs sont très très bons. Sa défense de lutte, il l'a prouvé sur plusieurs combats. Et il était soit très réactif contre c'était au Cage Warrior sur une single leg, je crois, très réactif en sprawl. Et puis aussi, il est capable de défendre une fois que ça arrive au clinch. Donc, il avait présenté, genre, il se fait attaquer en double leg, il tourne ses hanches, prend un overhook comme ça, sort de l'axe quand il arrive à la cage et défend. C'était vraiment très très propre. Donc, ouais. Il sait défendre en attaquant aussi, parce que ce qu'il a fait à Sergei Spivak, c'était incroyable, tu vois, c'est vraiment une défense réactive de lutte en gréco. Il reste au clinch pour séparer l'action, genou coude, avec une vitesse incroyable. Donc là, il y a même un peu le côté Muay Thai qui ressort de son équipe. Ouais, tout à fait. Non, pour moi, c'est un mix. Il est bon partout, quoi. C'est vraiment un combattant d'arts martiaux un petit peu 2.0, tu vois. Ouais. En poids lourd. Ouais, en fait, comment exprimer ça? T'as l'impression que le gars a plusieurs backgrounds. Tu vois qu'il a fait son petit parcours en anglaise pure, qu'il a fait son petit cursus en lutte, qu'il a passé ses ceintures en jiu-jitsu brésilien, mais qu'il a vraiment eu cet intellect de se dire, ok, maintenant que j'ai toutes ces compétences isolées, comment est-ce que je fais pour qu'elles fonctionnent très bien ensemble? Et qu'il a fait un très bon travail pour qu'elles fonctionnent bien ensemble et qu'il ressemble à un combattant pur MMA. Il a un peu ces deux casquettes, tu vois. Souvent, t'as ces combattants où tu dis ok, ça c'est un pur produit MMA, et t'as ce côté un peu néo-style, nouveau, pas du tout de textbook, où tu dis ok, le mec a développé son propre style. Puis t'as des combattants où tu dis ok, bah lui il vient de la lutte et il arrive à imposer sa lutte, ou lui il vient de l'anglaise, ou Israël Adesanya, c'est un très bon kickboxer, il a travaillé sur son anti-lutte. Et Aspinall, t'as l'impression qu'il a vraiment pris les trois voies, quoi. Tu vois, il a vraiment pris ok, je me développe en anglaise, je me développe en lutte, je me développe en jiu-jitsu, et puis il a mixé tout ça, peut-être en se disant ah bah tiens, j'ai un peu observé du Georges Saint-Pierre et j'aime bien sa distance, j'aime bien sa posture, je vais essayer d'avoir une distance karaté
en MMA, mais en trouvant comment imposer mes skills anglaises. Enfin, c'est vraiment Mm. un cas très intéressant. Et c'est pour ça que j'avais été déçu de sa défaite contre par blessure contre Blades, Mm, parce que mm. Blades a un peu aussi une distance qui est difficile à gérer, un style où tu sais pas trop s'il va t'attaquer avec sa lutte ou avec son pied-point. Et je voulais voir comment Aspinall répondait à ça. Je voulais voir comment la lutte défensive d'Aspinall tenait face à Blades. Je voulais voir s'il allait être capable de mettre cette pression contre Blades pour trouver ses ouvertures. Donc ouais, franchement, ça a été une de mes grandes déceptions. C'était l'année passée. Hein. Eh bien, écoute, sache que c'était aussi une grosse déception et que ce matin, me lever à 6 heures pour me retrouver à revoir ce qu'on va... tu vas me dire, putain, on est passé à côté de ça, je suis dégoûté, tu Là, c'est vraiment une haine, quoi. vois. Ouais. En plus, je le commentais ce combat. Donc laisse tomber, au micro, je savais plus quoi dire. J'étais là, j'étais Ouais, ouais, je doublement comprends. dégoûté. J'avais envie de vomir, tu vois. Pour en revenir sur ce que tu disais sur Aspinall, je pense que c'est alors je me rappelle plus exactement hein, de son histoire martiale, mais je crois qu'il avait fait une interview où il en parlait et je pense qu'il a toujours souhaité faire du MMA. Que je me demande si son père n'a pas un club de MMA, c'est possible ça. Hein. C'est totalement possible. Je crois que son Et père est... donc Ouais. et donc voilà, donc c'est vraiment un produit. Il a été produit pour le MMA en développant vraiment sur la partie euh, jiu-jitsu brésilien, tu vois, pour devenir ceinture noire sur la partie striking où il va bosser sa boxe, mais il gère bien c'est une boxe vraiment de MMA, tu vois, avec Mhm. du in et du out, et donc il en a pris vraiment. Voilà, il se permet de pouvoir faire ses changements de garde, de profiter de tout ce que propose comme panel le striking MMA pour pouvoir en faire ce qu'il est aujourd'hui, tu vois. Donc et puis en lutte, alors je pense pas qu'il fasse de la lutte de manière, tu vois, vraiment de la lutte olympique ou ce genre de choses, mais il a comme beaucoup d'anglais une très très bonne lutte MMA, tu vois. Ouais. Les Anglais, moi j'aime vraiment beaucoup leur manière d'aborder, d'approcher la lutte et le Mhm. grappling aussi. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent suivre un compte sur Instagram d'un club que je trouve vraiment très intéressant, c'est ASW Manchester, ASW Manchester. Vous allez Mhm. voir un petit peu le style anglais dans le grappling MMA, dans le grappling lutte et tout. C'est pas mal, c'est pas mal, j'aime bien. Voilà. Ouais, c'est vrai que ça se développe assez bien. On peut faire une petite parenthèse là-dessus, mais quand tu regardes, voilà, Leon Edwards, il a un style assez intéressant, plus sur l'axe défensif de la lutte, mais ça reste intéressant. L'équipe de Brad Pickett commence à développer des chouettes Mhm, éléments là-dedans aussi, avec notamment Nathaniel Wood en star de l'équipe. mhm, mhm, C'est vrai que ça commence à bien se développer. Ici, je voulais rebondir parce que pour Thomas Spinal, je trouve ça assez intéressant. Je vais juste faire le background qui est écrit sur Wikipédia. Je le traduis en mhm, live. Donc, Aspinall a suivi les footsteps, donc a suivi le chemin de son père et a commencé à s'entraîner aux arts martiaux à l'âge de 7 ans. mhm, Après s'être entraîné en lutte et en boxe, il a fait la transition vers le jiu-jitsu brésilien. Il a gagné tous les tournois de British Open en jiu-jitsu brésilien dans toutes les classes de ceinture sauf la ceinture noire. Après que son père soit devenu un instructeur de jiu-jitsu à la team Kaboun, Aspinall a trouvé un intérêt pour le MMA et a finalement fait sa transition dans ce sport-là. Et donc juste pour information, il a un combat de boxe anglaise professionnelle en 2017 qui était en plein milieu de carrière MMA au moment où il était à 5 victoires pour 2 défaites. très Euh, intéressant. donc voilà, ça rejoint un peu ce qu'on avait dit. Ouais, c'est Euh, vraiment intéressant. Ouais. Ça rejoint aussi un petit peu ma pensée sur comment donner les meilleurs outils si vous voulez que votre fils ou votre fille fasse un jour du MMA. Pour moi, c'est la lutte en priorité, la boxe, et puis plus tard tout ce qui va être soumission, jiu-jitsu brésilien pour tout mixer. Et donc, ben là, ça fait plaisir. En tout cas, ça me rassure de voir que ça fonctionne bien, tu vois. Ça ouais, mais fonctionne bien. t'en avais parlé dans l'épisode avec Bonnie Cal, tu vois, sur les visions long terme. Je sais Ouais. plus c'était qui le papa qui vient de la lutte et qui avait. Ah non, De c'est pas un Yanni, papa.
Si, C'est un- non, c'est l'entraîneur de Yeni Diacomialis ou son frère, ou je sais plus. Mais C'était voilà ça, que. ouais. Et qui l'entraînait, enfin, sa vision d'entraînement à long terme faisait que le gamin dans les compétitions enfants faisait que perdre, et que quand il est devenu adulte, il a compris pourquoi on l'avait travaillé sur des bases de techniques qui fonctionnent moins chez les enfants et beaucoup plus chez les adultes. Exactement. Et Mm, du coup, mm, à mm. l'âge adulte, ça fonctionnait bien. Donc c'est cool ce genre de vision long terme. Et Ouais. après avoir lu ça, j'imagine que tu vas être un grand supporter de Thomas Spinal dans sa carrière, parce que ça prouverait ton idéologie de développement pédagogique à bas âge. Oui, enfin, ouais. Enfin, après, j'appréciais déjà beaucoup le combattant, hein, tu vois. Ah, Mais il y a des petits trucs, il va falloir qu'on en parle là, quand même, parce que je pense qu'il y a des petits trucs au-delà de l'aspect style, de son passé, qui m'inquiètent un peu et j'ai hâte de voir un petit peu sur la suite, tu vois. Et eh ben, on peut en parler un petit peu sur Aspinal pour finir sur son profil. On avait fait son profil. bah, on vient de discuter pendant 10 minutes de Spinal, Je vais donc ouais. rajouter deux, trois petits trucs sur le profil. Donc, comme tu as dit, pour moi, ça reste quand même, il est fort axé sur le striking et il est très, très bon sur le striking. J'ai l'impression, alors, c'est quelqu'un qui aime arriver en gaucher dans un combat et switcher en droitier. Je pense que sa garde la plus efficace, c'est droitier, mais il est vraiment capable de pouvoir boxer des deux gardes. Moi personnellement, j'aime bien aussi commencer mes sparring ou mes matchs en gaucher. Je trouve que c'est une belle ouverture, une belle visibilité en fait sur les frappes les plus puissantes. Ça a souvent tendance à un peu perturber les adversaires ou les partenaires parce que leur cerveau il doit à switcher entre guillemets sur ce qu'ils sont habitués à voir à l'entraînement, Mhm. droitier contre droitier, et ce petit laps de temps peut permettre un petit peu de prendre les informations. Donc ça c'est quelque chose que j'aime, enfin voilà que je trouve très bien. C'est un combattant qui est malgré son jeune âge, malgré qu'il soit en poids lourd, je le trouve très relâché quoi. C'est Mhm. c'est assez déroutant en soi, tu vois, dans le sens où genre il est là, c'est normal quoi, tu vois. Et, et je pense que c'est aussi déroutant pour ses adversaires qui le voient arriver, genre, comme à l'entraînement, tu vois. Euh, beaucoup de feintes, beaucoup de travail de feintes, et pas juste des travails de feintes d'anglaise, aussi des travails de feintes de changement de niveau, sur des takedowns où il va aller chercher la jambe, etc. Donc il donne beaucoup d'informations. Je trouve que c'est un très très bon cadreur pour un Ouais. poids lourd. Il arrive, il met la pression de manière assez juste et il vient pour cadrer. Et comme tu l'as dit, pour moi, tu l'as corrigé, pour moi, c'est pas un opportuniste, c'est un créateur d'opportunités. Mhm. Et cette création d'opportunités, bah, elle vient notamment de ses feintes, de l'utilisation de son jab, de la lecture des défenses adverses. Ouais. Euh, voilà. En termes de striking, je le trouve pour un poids lourd très très bon, vraiment très bon. Euh, enfin voilà, avec Cyril Gane, je comprends et que tout le monde aimerait voir ce combat-là parce que on a vraiment deux profils relativement similaires. Mhm. Euh, relativement similaires, c'est pas du tout le même jeu, hein, Cyril Gane, etc. Mais ils sont voilà pour des poids lourds, le striking qu'il propose, il est d'une, enfin voilà, je le trouve vraiment vraiment très très chouette, Mhm. assez chouette. Par contre, petit bémol, je le trouve un peu trop généreux sur les premières frappes pour un poids lourd. Mhm. Et il est fort axé sur la cible. Donc il va chercher à frapper au bon endroit. C'est très très payant, hein, on va pas. Mais par contre, je trouve qu'il a souvent la tête très relevée, le menton très relevé, et ce qui a tendance un peu à m'inquiéter en poids lourd, tu vois. Mhm. Euh, il va rentrer. Et c'est pour ça que je trouve que c'est presque un petit peu type karaté, tu vois. Ouais. Il y a pas forcément comment on appelle ça, euh, de responsabilité défensive dans son attaque. Pour te donner un exemple, tu vois, McGregor qui va avoir une stance karaté, quand il est rentré dans la zone de frappe, il va passer en dessous, il va proposer des roll under, il va, tu vois, il va repousser, il va mettre Ouais. du frame et tout. Lui, je trouve que euh, il va plutôt aller chercher haut, mais il y a quand même, enfin voilà, moi c'est ce qui m'inquiète, c'est ce qui m'inquiète.
Euh, et ouais, ce qui m'inquiète le plus dedans, c'est un petit peu comme s'il arrivait et que il déroulait son jeu, tu vois, et qu'il dansait un petit peu tout seul comme ça, Ouais. tu vois. Alors ça fonctionne plutôt bien parce que les gars sont assez vite surpris, ils ont un peu peur de la puissance et ils réagissent peu. Mais pour Euh, moi, ça fait partie aussi du deuxième point pour Tibourin où je ok. pourrais le voir. Voilà. Alors, je vais juste rebondir sur un point, c'est quand tu parlais de McGregor et sa responsabilité défensive dans ses attaques, c'est Prime McGregor, parce que je trouve que dans la revanche, donc dans le combat 2, Oui, contre Dustin Poirier, il laisse beaucoup d'ouverture quand il attaque, oui, beaucoup, Prime beaucoup un sur peu. le Ouais, kick. Euh, ouais, quand je parle du style McGregor, hein, c'est toujours le Prime. Hein, je veux pas. oui, 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 bien bien sûr. sûr, bien sûr. Et mince, je voulais rebondir sur autre chose et mon cerveau est trop fatigué que pour avoir retenu deux choses en même temps. Qu'est-ce qu'on disait sur la... Sur le qu'il était un peu ouvert, un peu généreux dans ses frappes et qui Ah je oui, oui, c'est trouvais qu'il ça, c'est travaillait ça. un petit peu trop seul, Euh, tu vois. est-ce que tu penses que ça, on a déjà discuté, je pense, dans un autre épisode, mais c'est pas plus mal de relancer, Mhm. remettre ça sur le tapis. Est-ce que tu penses que ça vient peut-être du fait que Team Kaboun, personnellement, je connais pas d'autres poids lourds là-bas, donc je pars du principe qu'il est le meilleur de la salle. Donc à la salle, il a pas Ouais. spécialement de gros challenge en sparring, et forcément, quand t'as pas de gros challenge j'arrive pas à Oui, faire des si. phrases complètes, mais tu vois ce que je veux dire. Mhm. Comme t'es toujours le plus fort, c'est là où tu trouves beaucoup plus facilement tes opportunités offensives, mais Mhm. défensivement, t'as pas beaucoup de travail à faire. Mhm. Et donc ça se reflète dans tes combats. Offensivement, même contre des gars plus forts, tu vas trouver ton opportunité parce que t'as cette habitude, t'as l'œil Mhm. pour. Mais par contre, défensivement, tu es plus à risque parce que tu n'as pas l'habitude d'avoir quelqu'un qui a du répondant. On parle tout le temps de cet exemple de je sais plus quel Gracie euh, qui était allé s'entraîner pendant 1 an ou 2 ans en Allemagne où il n'y avait pas de niveau à cette époque-là. Et Mhm. le mec, il soumettait tout le monde à l'entraînement et il se faisait jamais mettre en difficulté. Et quand il est Mhm. revenu aux États-Unis, c'est une anecdote de Georges Saint-Pierre, ça. Il disait que le mec était venu et il soumettait toutes les black belts parce que il avait travaillé son opportunisme et son œil pour trouver des Mhm. soumissions ses automatismes même pour trouver des soumissions. Mais par contre, défensivement, il était un peu plus en galère parce que il avait plus travaillé son système défensif depuis longtemps. Ah bah Et ouais, hein. Mais ça, donc c'est peut-être ça. je pense que c'est exactement ça. Si on en parle, tu vois, par exemple de McGregor, je pense que McGregor était vraiment le meilleur dans sa team. Enfin, je sais pas que je pense, c'est que j'en suis sûr, et qu'il avait peu défensivement s'il se retrouvait en difficulté. C'est pour moi une des raisons pour lesquelles, tu vois, contre Diaz, une fois qu'il commence à être touché, c'est vite un peu la panique et c'est vraiment toujours le début de la fin, quoi, tu vois. Mhm. Mais oui, oui, je suis entièrement d'accord. Mais sur sa capacité sur cet aspect-là, pour autant, tu vois, Cyril Gane, je le trouve beaucoup plus responsable défensivement, tu vois. Ouais. Et qu'il aille accrocher, qu'il baisse sa tête, tu vois, euh, dans ses épaules, tu vois, qu'il sorte, etc. Je le trouve beaucoup plus responsable. Mhm. C'est peut-être Et parce qu'il a une carrière Muay Thai au cours de laquelle il a été challengé en combat que Cyril a développé ouais, un je pense meilleur qu'il y a ça, ouais. système Je pense défensif. qu'il y a ça. Je pense il est vraiment sur le principe toucher sans être touché. Je pense que c'est pas peut-être pas un bagarreur non plus à la base, tu vois. Donc il aime Ouais. et enfin voilà et tant mieux pour lui. Il prend très très peu de coups, tu vois. Donc ça c'est le petit point noir que je Mhm. vois qui ne lui a pour l'instant jamais posé de difficulté, hein. Mais Ouais. enfin Mais quoi chez les que poids lourds, il suffit d'une fois. oui, il suffit Chez d'une les poids fois, hein. lourds, il Il suffit suffit d'une d'une fois, erreur hein. et c'est une erreur qui te coûte une défaite. Alors que dans d'autres divisions, de temps en temps, une petite erreur, c'est ton alerte, tu vois. C'est ouh, ah, tiens, Hum, tiens, hum, il hum, faut que je hum. change un peu mon jeu. Écoute, je pense que c'est une très bonne transition pour parler des stratégies et on va peut-être Ouais. commencer par celle de Tibura. Puisque là on était un peu sur les faiblesses ou les habitudes exploitables de Thomas Spinal. Attends, j'ai un peu fermé ici parce que j'ai un reflet. Hop. Donc Tibura, si tu étais son coin, quelles seraient les choses à mettre en place en termes de stratégie pour transformer ce 20% de chance de gagner peut-être en 35 ou en 40 ou même en 60? Ah bah, en fait, t'arrives avec 25% de chance sur ce qu'on connaît de toi, mais s'il applique, moi, tu peux passer de tout l'un à tout l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est comme,
dès que ça passe dans un autre monde, tu vois, les cotes, elles passent de tout l'un à tout l'autre, tu vois. Et donc on le voit aussi en combat, tu vois, genre le combat il est annoncé avec super favorite et puis en fait tu te rends compte que bah la personne est capable de mettre au sol et en une fois toutes les cotes s'inversent parce que on pensait que ça serait défendu, tu vois. Donc alors comment Tibura pourrait transformer ce 75-25, ce 80-20 vraiment favorablement? Moi, j'ai noté exactement comme toi. Je pense que ça va être sur le fait que ce soit en 5 rounds. Je pense que c'est un gros avantage pour Tibura s'il Mhm. arrive à passer les 2 premiers rounds. Ouais. Et donc, pour passer les 2 premiers rounds, moi, si j'étais son coin, je lui dirais, écoute, il va falloir euh, avancer, il va falloir le percuter quand il va être trop généreux dans ses premières frappes et chercher à... C'est qui parle de dette énergétique? C'est Aldric? Non? Il Je parle de sais, dette d'énergie, lui, dette souvent. Mhm. d'énergie, voilà. Et je pense que c'est vers là qu'il doit aller, chercher à un peu bagarrer au début avec Aspinal, le pousser à la cage, tu vois, le bloquer un petit peu, faire bien attention au clinch, etc. Tu vois, enfin au clinch, aux sorties de clinch plutôt, parce que les coudes sont Ouais. dangereux. Mais chercher un petit peu le conflit dans le premier round pour et survivre surtout, ça va être ça le plus important, et survivre. Et voilà. Une fois qu'Aspinal, enfin, c'est de la spéculation. On connaît pas du tout le cardio d'Aspinal, mais je pense que ici les compétences, les skills d'Aspinal sont bien supérieures à Tibura Tibura. en début de combat, que ce soit en striking, en tout. Je pense que avec la fatigue, on pourrait arriver à quelque chose de beaucoup plus équilibré. Et Mhm. en tout cas, je parierais sur ça, tu vois. Ouais. Je parierais sur ça pour Tibura et je parierais aussi, bah, comme je te l'ai dit, hein, sur chercher le contre. J'ai vu Tibura, tu vois, contre comment il s'appelle le gars qui l'a gagné à la décision là en 3 rounds. Ah, tous, tous ses adversaires. Non, c'est celui dont Euh, tu parlais où il était complètement cuit. Ivanov ou Romanov contre Euh, Romanov, qui était contre complètement Romanov, cuit. ouais, le mec qui est Ouais. bien costaud là, c'est ça, hein. Le très gros grappleur, ouais. Qui est tout mètre cube. Ouais, contre Romanov, tu vois, la décision majoritaire. Ouais. Et bien à un moment, Romanov il rentre en anglaise, un truc classique, et on a un Tibura qui part sur une gauche un peu plongeante à moitié à la Emelianenko, tu vois. Et Mhm. c'est le genre de frappe qui pour moi pourrait payer, qui soit ici en train d'attendre, et au moment où Aspinal veut être trop généreux sur un 1-2-3 ou quelque chose, chercher vraiment sa mâchoire quoi pour le Mhm. percuter, tu vois. Et puis chercher à accrocher derrière, tu vois. Mais Ouais. ça, je pense que ça peut être un chemin vers la victoire. Ouais. Voilà. Toi, tu en penses quoi? Ah ben moi je suis d'accord avec toi. Je pense que alors c'est difficile hein, de prévoir ça, mais le meilleur chemin pour la victoire pour Tibura, c'est de prendre les trois derniers. Ouais, bah écoute, c'est ce que j'ai dit. Capitaliser sur la fatigue, 3-4-5. Prends le 3-4-5. Alors, comme tu l'as dit, hein, c'est de la spéculation. Ça se trouve, Aspinal, après son combat contre Arlovski, il s'est rendu compte de ce défaut chez lui et il a blindé travaillé ça. Mais Mhm, ça reste une force de Tibura de travailler dans la mhm, fatigue, même s'ils sont tous les deux fatigués, c'est provoquer une fatigue chez les deux et forcer la victoire en se disant, ok, bah, je reste meilleur que toi mhm. dans la fatigue. En plus, quand tu es face à un finisher comme Aspinal, t'es obligé de partir du principe que sa capacité à finaliser un combat va diminuer au fil du combat, qui va pas sa puissance de frappe va pas se traduire dans le troisième round, que sa capacité à aller finaliser une soumission va pas se traduire dans le troisième round, que son timing, que sa vitesse, parce que c'est aussi on devait dire Aspinal pour un poids lourd, il est très très rapide Ah ouais. dans ses frappes. Ouais, donc Tibura plus que, il faut aussi garder ce qu'on a vu de Tibura, tu vois, tu peux pas dire à Tibura deviens un combattant à pression du jour au lendemain. Par contre, il Non. se déplace bien, donc chercher à frustrer Aspinal avec de bons déplacements pour pas se faire cadrer. Dès qu'Aspinal prend un Mhm, pas de retrait,
faire ce pas vers l'avant, montrer que t'as pas peur de l'attaquer, mais toujours avec une responsabilité défensive pour pas te faire surprendre. Ne pas avoir peur de se faire mettre sur le dos, je dirais. Aspinal, il a une capacité de chercher la monte et de finaliser à partir de là qui est absolument incroyable. Contre Bodo, c'était sublime. Mais je pense que Tibura, s'il se fait mettre sur son dos et qu'il dit, OK, je bloque. Pas, je cherche à me relever, mais je bloque. Il va se fatiguer. Je vais me fatiguer un peu, c'est pas grave, mais il serait capable de garder la position. S'il se fait mettre sur son dos, qu'il est en demi-garde, il va pouvoir maintenir en demi-garde, chercher un peu peut-être à, pummel de temps en temps pour forcer la fatigue. Mais ouais, je partais sur un aspect stratégique un peu pareil. Du côté d'Aspinal, D'accord, juste pour ajouter, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, et je pense que ça pourrait être aussi intéressant pour Tibura de continuer, on en avait parlé, à chercher tu vois, plutôt plus la bagarre, tu vois, plutôt des crochets un peu larges, quoi, que ce soit au corps, des trucs un petit peu sales, tu vois, pas habituels. Je pense que ça, s'il a fait de la boxe anglaise à Spinal, c'est aussi des choses qui sont peu habituées, parce que en boxe anglaise, on travaille très académique, très propre, et il y a beaucoup de boxeurs d'anglaise, quand ils viennent tourner avec des combattants de MMA, ils sont très très vite surpris avec la tête qui se baisse et les larges overhands, tu vois, les swings ou des conneries comme ça, et ils font oh j'avais pas vu arriver celui-là, tu vois ce que je veux dire? Enfin, ouais. bref. Je pense que ça aussi ça peut être intéressant. Ouais, et tu le notifies ici, mais c'est vrai que garder les front kicks pour Tibura, hein, il en envoie beaucoup. Si tu pars sur un principe de je dois gagner en 5 rounds, ben attaquer le corps, forcément, ça rentre dedans en te disant ok, si je veux gagner en 5 rounds en prenant le 3, 4, 5, en fatiguant Aspinal, ben attaquer son corps, ça va ça va être en ligne avec cette idéologie de fatiguer l'adversaire. Ouais. Du côté d'Aspinal, moi, j'ai pas relevé tant de choses que ça. Je pense qu'en étant lui-même, par défaut, il a un bon style pour vaincre Tibura. Tibura est quelqu'un qui se déplace bien, qui gère pas super bien, quelqu'un qui met une très bonne pression, qui aime pas trop les heavy punchers, ceux qui frappent, qui ont des frappes lourdes. Hein. On l'a vu notamment contre Derrick Lewis. Donc, je pense, ouais, Aspinal bien cadré. Responsabilité défensive, travailler là-dessus, ne pas être trop généreux, Ouais. voilà, ne pas faire une Carwin contre Lesnar, tu vois, si t'es au sol, parce qu'on l'a vu, hein, Aspinal, une fois qu'il prend la monte, c'est une pluie de coups qui tombe, comme il a fait contre Alan Bodo, mais si le gars a un peu une responsabilité défensive et que t'arrives pas à finaliser comme ça, tu risques de te griller. C'est exactement ce que Carwin avait fait contre Brock Lesnar, et justement, pour moi, c'était typiquement la même structure de combat qu'ici. Carwin largement au-dessus que Brock Lesnar en termes de skills, mais il s'est fait rattraper par son cardio, quoi. Non, et Aspinal, c'est déclenché quand il est vraiment sûr à 100%. S'il est pas sûr à 100% que ça mène à un finish, c'est plutôt aller chercher OK, bon, j'ai marqué mes points, je vais me contenter de ça et puis mon ouverture, elle viendra plus tard. D'ailleurs, tu le disais, il a un style de boxe anglaise un peu plus axé sur la logique amateur que professionnelle. Aspinal, c'est le genre de gars, et j'aime bien parce que j'avais dit ça à Alain Neder, je sais pas si tu te souviens. Euh, Alain Neder était quelqu'un qui surengageait beaucoup dans ses frappes parce qu'il pensait qu'il avait besoin de ça pour mettre un KO. Et en fait, non, une frappe normale pouvait mener à un KO. Et donc, à un moment, je lui ai dit, arrête de vouloir mettre KO. Cherche à toucher. Tu vas voir, les KO viendront. Et du coup, ça lui avait permis de mieux gérer ses combats et de pouvoir plus facilement aller à la décision. Aspinal, c'est pareil. Il doit pas chercher à mettre KO pour mettre KO. Il a ça dans ses points naturellement. Ouais. Donc, chercher à toucher, à être précis, à être rapide, ça lui suffira pour continuer ces séries de finish. Donc voilà, j'ai pas d'autres. Être lui-même en étant peut-être plus concentré sur le fait que c'est un 5 round et que ça pourrait dépasser le troisième round. Bah ouais, bah écoute, moi je te rejoins à 100%, c'est ce que j'avais noté, ouais. Travaille sous pression, qui travaille sur son in and out, tu vois, donc de pouvoir d'être bien responsable défensivement, donc ça on en a parlé. Et pour moi, je pense qu'il doit vraiment travailler en volume, à frappe très très puissant, très très faible, enfin très très faible, et créer de la, ce que je pourrais appeler de la surdéfense de la part de Tibura. C'est-à-dire que Tibura, à un moment, il y a tellement d'informations, des frappes, des jabs, il sait plus où est-ce qu'il doit défendre, et à partir de là, il va pouvoir sélectionner les frappes. Et moi, je serais lui, j'utiliserais pas de low kick par contre, parce qu'il aime bien les low kicks, mais j'aimerais le voir. Je pense pas qu'il en ait besoin, tu vois.
Je Ouais, pense pas qu'il ait besoin d'envoyer ses low kicks. Je pense que surtout suite à sa blessure, tu vois, je pense ouais, qu'il c'est peut vrai. faire vraiment le taf que en anglaise, que à longue distance. Il va être largement supérieur. Et oui, gérer son cardio. Ça va être vraiment important. Et ça va être sûrement une des choses les plus difficiles, parce qu'il est en main event à domicile, tu vois. Ouais, Et voilà. Et donc cette capacité-là, pour moi, elle me plairait énormément aussi, hein, parce que c'est de le voir, ne pas être trop généreux devant son public, être bien réfléchi, prendre le temps, gagner peut-être par KO TKO, deuxième, troisième, tu vois. Ça Mhm. serait voilà. Ouais, S'il arrive qu'il le cartonne et tout, et qu'il le gagne qu'il le gagne dans la première minute, ce qui est largement faisable, très bien. Mais il y aura cet inconnu. Si ça n'était pas passé, qu'est-ce qui se passerait après, tu vois? Est-ce que tu exactement. peux te permettre, en tant que combattant qui veut devenir champion, d'aller faire un combat de championnat, un 5 rounds contre un très très bon, tu vois, contre un Cyril Gane, sans être sûr, par exemple, que tu puisses appliquer une stratégie sur 3-4 rounds, tu vois? Ouais, surtout face à un Cyril qui a déjà pas mal de victoires en 5 rounds, par exemple. Ouais, Enfin, lui, pour c'est prendre pas un l'exemple problème. de Cyril. Euh, Lui, bah, on c'est va pas un passer problème. au prono et préférences. J'ai souri pendant que tu parlais de KO ou TKO dans le deuxième ou troisième round parce Mhm. que mon prono, c'est ma préférence. J'aimerais le voir finaliser dans la fin du deuxième round et c'est ce que je vois. Et je me dis que voilà, si on, ce serait la première fois qu'on le voit arriver à la fin du deuxième round à l'UFC. J'aimerais bien voir ce que ça donne. Et en fait, s'il finalise en fin de deuxième round, ça veut dire que bah, il est capable encore de se créer des opportunités et de capitaliser dessus Mhm. après quasi 10 minutes de combat. C'est mon prono parce que je pense que voilà, j'ai dit dans le podcast que Tibura était difficile à finaliser. C'est pas, il n'est pas impossible à finaliser non plus. Et avec un Aspinal qui a vraiment cette force chez lui, je pense qu'il risque d'aborder le combat un peu avec un tout petit peu d'appréhension en disant ok, bon, je sors d'une blessure qui est venue très tôt dans le combat la fois passée. Ici, je vais gérer un peu mieux le début. Et Mhm. puis une fois j'ai l'impression que Thomas Minel va très vite se rendre compte que en termes de compétences, il y a un gap, en tout cas tant qu'il a l'énergie, et puis qu'il Mhm. va capitaliser dessus crescendo. Donc voilà, c'est mon prono, fin de deuxième round, TKO pour Aspinal, et c'est ma préférence aussi. Après, voilà, je reste un fan de stratégie, donc si on voit un Tibura qui applique une stratégie de sorte à gagner le 3, 4, 5, je trouverais ça beau, mais je kiffe Aspinal. J'espère qu'il revient à son niveau de forme comme il nous a quitté avant sa blessure. Et j'espère que, enfin, tu vois, Aspinal, Pavlovich, Aspinal Gann, enfin, tous ces Mhm. combats-là, ça me plaît à mort sur papier. J'ai envie de les voir. Donc, j'ai envie de voir un Aspinal qui revient dans le top du classement et qui vient secouer tout ça parce qu'il y a tellement des beaux match-ups pour lui qu'il a besoin de rester dans ce top de classement. De ton côté? Bah écoute, moi sur mon prono, bah, je te rejoins, hein, je vois Spinal par KO TKO, donc ouais, fin du deuxième, début du troisième, tu vois. Je pense qu'il trouvera l'ouverture avant le troisième, tu vois. Si ça va dans cette direction, donc je comprends tout à fait que tu vois fin du deuxième. Euh, ouais, préférence, bah, comme d'habitude. Moi, les préférences, je suis pas fan de combattants en soi. Je suis fan de l'aspect Performance. sportif, tu vois, et de la performance. Donc, si j'ai pronostiqué un type ou que je préfère le voir gagner, moi, ce qui me fait kiffer quand je regarde un combat, c'est vraiment le sport et la stratégie sportive et la victoire grâce à ça, tu vois. Donc un Lucky Punch, bon, je m'en fous un peu royalement, tu vois. Hmm. Mais ou un mec qui arrive, que je kiffe, qui gagne facilement, je m'en fous. Par contre, une stratégie qui est appliquée pour le futur et tout, ça c'est vraiment mon gros kiff. Et donc mon gros kiff, ça serait de voir Aspinal arriver donc avec cette stratégie un peu plus patiente, l'emporter deuxième, troisième, pourquoi pas qu'il fasse ses rounds, parce que tu sais, ça fait partie des stratégies qu'on peut avoir en boxe anglaise. Les coachs qui vont dire, écoute, sur ce combat-là, je veux que tu fasses tes rounds, je veux qu'on sache comment
comment tu tiens sur 5 rounds, etc., etc. Donc voilà, donc ce genre de truc, pourquoi pas, ça me plaît bien. Si Tibura arrive et qu'il applique une stratégie complète, ça va être aussi un gros kiff pour moi, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais c'est clair qu'après, dans l'avenir, par exemple, je suis clairement plus hypé par un combat Aspinal Cyril Gane que Tibura Cyril Gane, tu vois. Forcément. Et parce que voilà, Tibura Cyril Gane, si Tibura gagne Aspinal sur la longueur, je le vois pas gagner contre Cyril Gane sur la longueur, tu vois. Et Cyril Gane passe Surtout si Cyril passe Spivak. Spivak, Ouais. je le vois pas, tu vois. Enfin voilà. Donc clairement pour le futur, ouais, enfin voilà, Aspinal Cyril Gane, comme toi, ça serait vraiment le kiff. C'est Ça un serait vraiment combat, le kiff. et on en parle depuis longtemps, hein. Depuis que les deux ont 3 victoires à l'UFC, je pense que tout le monde est là. Ces deux-là vont se rencontrer au top et ça va être un grand plaisir. Alors ici, surtout, hein, moi, dans un monde idéal, effectivement, on a un Aspinal qui montre une compétence sur du plus long terme contre Tibura. Et de l'autre côté, on a un Cyril Gane qui montre quelques bonnes petites défenses de lutte contre Spivak, parce que si on n'a pas ça, bah tu pars du principe que Aspinal il va rentrer dans le combat contre Gane pour pas du tout échanger debout et venir utiliser sa lutte et son grappling. Moi j'espère que quand Aspinal Gane a lieu, ce soit un combat complet, qu'on ait un peu le full package avec du pied-point, avec quelques recherches d'amener au sol, avec de la défense, et qu'on ait vraiment le spectacle poids lourd comme on pouvait pas l'imaginer il y a 7-8 ans, tu vois. Non, ouais, franchement, ça risque d'être assez énorme. Donc en tout cas, je suis très très hypé par ce combat-là, même si les cotes de Paris, même si on a quand même un gros favori sur la carte, parce que on va avoir quand même beaucoup beaucoup d'informations pour la suite sur cette catégorie-là. Et, euh, et donc voilà. Et donc en tant que fan, bah, j'ai très hâte, tu vois. Bah écoute, je pense que ça s'est ressenti parce qu'on a parlé d'un combat qui sur papier est à 80-20 pendant près d'une heure. Il y a quelqu'un? Il y a encore quelqu'un qui nous regarde? Eh, parce que et ça c'est vrai parce que ça on va devoir s'habituer, mais quand les gens voient genre Fight Minds a posté une analyse de Aspinal Tibura, c'est un combat qui me chauffe à moitié et qui voit que ça dure une heure, peut-être qu'il y en a qui disent bah je vais même pas cliquer, t'es ouf ou quoi, tu crois que je vais écouter une heure pour ce combat? Mais bon, les assidus là, ils sont encore connectés. Merci à vous tous, les assidus. N'oubliez pas le petit like. Et si t'écoutes encore maintenant et que t'es pas abonné à la chaîne, il y a un problème quelque part. Donc abonne-toi. Le petit prono en commentaire ou bien rebondir sur quelque chose dont on a parlé. On lit tout, on répond pas à tout parce que ça commence à être un peu massif, mais on lit tout et ça nous fait plaisir de pouvoir échanger. Brian, merci pour, comme d'hab, ta préparation, ton expertise et là, j'ai vraiment insisté sur ton temps. Non, ça va. Merci à toi, Chris. Merci pour l'invite. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger sur ce beau sport qu'est le MMA. Merci, ciao, ciao. Ciao, ciao.